Bienvenue dans votre rendez-vous études littéraires et linguistiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique importante. C'est la question de la mémoire. Notre sujet s'intitule « Penser la mémoire dans le contexte africain ». Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Khalidou Sy, enseignant-chercheur au département de français. Khalidou est professeur assimilé, spécialiste des sciences du langage et de la littérature comparée. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, parmi lesquels on peut citer Structure et signification dans le roman historique, Paroles de vie, diversité culturelle, discours et parcours, et plusieurs articles scientifiques qui sont disponibles. Professeur, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons aborder la question de la mémoire et nous sommes très ravis de vous recevoir. Merci, merci. Le plaisir est pour moi aussi de partager avec vous ce moment. Merci beaucoup. La question de la mémoire. Birago Diop disait, quand la mémoire va ramasser du bois, elle apporte le fagot qui lui plaît. Aujourd'hui, l'Afrique est dans le besoin de construire sa mémoire collective. Professeur, pouvez-vous revenir sur le rapport entre la mémoire et la littérature? Ou plutôt, reposons la question, la mémoire et la culture. D'accord, merci bien. La question de la culture en tant que telle est une question importante. Et de toute façon, si on pose la question de la culture, forcément on pose la question de la mémoire. Parce qu'il n'y a pas de culture sans mémoire. Dès l'instant qu'on considère la culture comme un aspect de la transmission. Et donc, si on doit transmettre la culture, ça veut dire aussi qu'on doit transmettre la mémoire de cette culture-là. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on pose la question de la culture, on pose forcément la question de la mémoire. Maintenant, évidemment, quand on pose la question de la culture, on pose la question du rapport au monde, de la façon dont des communautés entretiennent des relations avec leur environnement. Ces relations sont de divers ordres. Mais à partir du moment où une communauté entretient des relations avec son environnement, elle construit un ensemble de pratiques culturelles. Maintenant, ces pratiques culturelles ne peuvent survivre que dans la mesure où elles peuvent être transmises par des générations, transmises par un ensemble de rites et de cultes. De sorte que, de génération en génération, on répète les mêmes gestes, on répète les mêmes paroles, on répète les mêmes pratiques, même si elles changent dans une continuité. De ce point de vue donc, les générations qui se suivent continuent de pratiquer les mêmes choses et donc entretiennent une mémoire culturelle. On peut donc parler de culture pulaar, de culture sérère, de culture diola. Si chaque génération faisait autre chose, ce serait difficile de parler de culture sérère. Et donc c'est parce qu'il y a, en dépit des changements, quelque chose qui reste constant, qui est la matrice même de la communauté, qu'on peut parler de culture. Donc au fond, finalement, ce qui se conserve dans cette continuité, dans cette transmission, c'est ça la mémoire. Donc comment fait-on pour que dans cette transmission, dans cette perpétuation de cette culture, que quelque chose reste et devienne le fondement même de la communauté. Et c'est cela aussi qui va, d'une certaine façon, contribuer à construire l'identité de cette communauté. Je voulais parler de l'identité. Quand vous abordez la question de la culture liée à la mémoire, donc forcément, on ne peut pas se passer de la question de l'identité. Absolument, parce que en dépit des variations, en dépit des changements, on ne peut pas essentialiser les cultures en disant que la culture wolof reste permanente, la culture pulaar reste permanente, la culture sérère ou française ou québécoise reste... Non, aucune culture n'est permanente, au sens où ne varie pas. Toutes les cultures du monde varient en fonction des environnements, en fonction des époques, en fonction des contraintes. Donc, il n'y a pas de culture qui reste figée. Vous êtes dans la perspective rickérienne. Absolument. Une culture, elle évolue. Mais elle évolue en conservant quand même une certaine matrice.
en conservant les structures fondamentales, en conservant sa propre grammaire. Et c'est cette grammaire qui va constituer justement les ingrédients de l'identité culturelle, si on peut dire. Et donc, on peut être, comment dirais-je, Wolof du XXe siècle, Wolof du XIXe siècle, Wolof du XVIIe siècle, en sachant que le Wolof que nous utilisons aujourd'hui au XXIe siècle peut avoir avec le Wolof qu'on utilisait au XVIIe siècle. Mais ça ne change pas quand même qu'il y a une sorte d'identité qui permet de construire la communauté Wolof. Là, vous semblez évoquer la question de la langue. Oui, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de culture sans langue. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture parce que toutes les cultures du monde sont transmises par d'autres voies, mais aussi par la langue. Parce qu'il n'y a pas de communauté qui n'a pas de langue. Et il n'y a pas de langue aussi qui ne véhicule pas de culture. De la même façon aussi, il n'y a pas de culture qui n'est pas véhiculée dans une langue. En tout cas, pour le moment, on ne connaît pas. On ne connaît aucune culture qui n'est véhiculée. Parce que ça veut dire qu'une culture existe sans être véhiculée, ça veut dire qu'il y a une communauté qui n'a pas de langue. Or, on n'a pas actuel, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît aucune communauté qui n'a pas de langue. On peut dire que c'est une langue minoritaire. On peut dire que c'est une langue qui est menacée, il y a 100 personnes qui parlent, il y a 200 personnes, ou il y a 1 millier. Mais au moins, il y a cette langue-là, quel que soit le nombre de gens qui parlent. Quand vous parlez du rapport entre mémoire et culture, de ce point de vue-là, on peut considérer que la mémoire est collective. Enfin, dans cette perspective, oui, elle est collective. Mais il faut jouer sur les deux tableaux. Elle est à la fois collective et individuelle. Parce que les mémoires individuelles alimentent la mémoire collective, inversement ou réciproquement, la mémoire collective ensemence les mémoires individuelles. Donc, les mémoires individuelles se développent dans l'écosystème de la mémoire collective, se nourrissent de la mémoire collective. Et de notre côté, ce sont les mémoires individuelles qui permettent de continuer la mémoire collective. Parce que c'est chacun d'entre nous, en fonction de nos communautés, qui va continuer, qui va perpétuer cette mémoire collective-là. Mais nous n'aurions rien à perpétuer si nous ne sommes pas adossés à cette mémoire collective. Donc il y a un va-et-vient entre mémoire de la communauté et mémoire individuelle. Merci beaucoup. Donc, mémoire collective. La mémoire collective, donc, a un rapport au patrimoine. On peut dire ça d'une certaine façon, même s'il faut apporter des précisions. Parce qu'à partir du moment où on a parlé de culture, on a parlé de transmission, on a parlé de mémoire, la question du patrimoine se pose. Parce que c'est quoi le patrimoine au sens ordinaire du terme? Le patrimoine, c'est ce qui nous est légué par les pères. C'est ça le sens étymologique de patrimoine. Parce que patrimoine va dire de pater. Et donc le patrimoine au sens basique, c'est ce qui nous est légué par nos pères. Ce que nous avons hérité de nos pères. Ce qui est différent du matrimoine. Et voilà. Aujourd'hui, je suis dans une collectivité où les gens revendiquent de dire patrimoine et matrimoine. Et donc, du coup, parce qu'ils pensent que si on dit patrimoine, on tire la couverture du côté des hommes. Et donc, aujourd'hui, l'équité voudrait qu'on puisse parler à la fois du patrimoine et du matrimoine. Bon, c'est assez compliqué, mais bon, puisque quand même l'usage veut qu'on dise patrimoine, disons patrimoine. Et donc, le patrimoine, c'est ce que nous avons thésaurisé, ce que nous avons en réserve et qui nous permet de nous retrouver, de nous reconstituer. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui s'accumule, qui s'ajoute et qui constitue le terreau dans lequel nous pouvons évoluer. Le terreau dans lequel nous pouvons fertiliser
si je file la métaphore agricole, le terreau dans lequel nous pouvons fertiliser nos propres mémoires, le terreau dans lequel nous pouvons fertiliser ce que nous allons projeter dans le futur. Et donc, au fond, si nous disons le patrimoine, ce n'est pas seulement le passé. Oui, c'est le passé parce que c'est ce sur quoi nous nous adossons. Mais ce patrimoine n'a aucun intérêt s'il ne nous projette pas dans le futur, s'il ne nous permet pas de comprendre l'avenir. Et donc, le patrimoine sur lequel nous nous adossons, il est important seulement parce qu'il nous permet d'occuper une place importante dans le contexte d'autres communautés, dans le contexte d'autres patrimoines. Vous semblez dire qu'il n'y a pas de mémoire sans patrimoine. Oui, à mon avis, il n'y a pas de mémoire sans... C'est parce que la mémoire se ravitaille à partir du patrimoine. Et donc, sinon, la mémoire sera une machine qui tourne à vide. Donc, on peut dire que la mémoire, c'est la lecture que l'on fait du patrimoine pour la génération à venir. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Parce que de toute façon, ce dont on se souvient, ce dont on cherche à entretenir, ce dont on cherche à perpétuer, c'est ce qui nous vient de ce passé-là. Or, ce passé, c'est ce passé qui a été construit par les générations qui étaient là, mais qui ne sont plus là. Et nous sommes héritiers de ces générations-là. Et donc, au fond, le patrimoine que nous entretenons, c'est ce que ces générations nous ont légué. Et nous entretenons ce patrimoine-là parce que nous le conservons dans notre mémoire et parce que nous le transmettons à d'autres. Et ce qui fait que ce patrimoine, il peut prendre plusieurs formats. Il peut être du matériel, comme être de l'immatériel, Même si, du point de vue théorique, je ne suis pas d'accord avec cette distinction entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Dans les textes que j'écris, j'essaie de montrer que cette division est artificielle. Mais puisque c'est celle qui est entretenue par l'histoire et par les institutions, l'UNESCO et autres, et même c'est ça qu'on enseigne aussi au département de métiers des arts et de la culture, disons le patrimoine lui-même, il est varié, il est matériel et il est immatériel. L'architecture qu'on transmet, quand on dit architecture soudanaise, architecture sahélienne, etc., mais ce sont des formes d'habitat qui sont liées à ce que nos ancêtres nous ont transmis, comment ils habitaient. Si on parle aujourd'hui de Tombouctou, des mosquées de Djenné et autres, mais c'est parce que c'est une forme d'architecture qui nous vient du passé et qui est l'ingéniosité même de nos ancêtres. Professeur, un débat a été soulevé, la question du nationalisme. Est-ce que le nationalisme tue la mémoire ou bien renforce la mémoire? Je crois que si on s'adosse à la question du nationalisme, il y a peut-être deux questions à envisager. La première, c'est si on pose la question du nationalisme lié aux nouvelles nations. Du coup, je peux dire nationalisme au niveau sénégalais, au niveau malien, au niveau etc. Mais il me semble que si on est sur les questions de patrimoine, de culture, la question du nationalisme me paraît assez, je ne dis pas dangereuse, effectivement, mais en tout cas, une connotation qui exactement, il faudrait vraiment prendre ça avec beaucoup de pensée. Effectivement. Parce que ça va créer un repli sur soi. Exactement, des replis sur soi, des rétrécissements et du communautarisme. Effectivement. C'est pour ça que j'ai très peur de cette notion de nationalisme. C'est ce que Amin Malouf appelle les identités meurtrières. Exactement. On va se recroqueviller dans notre propre communauté. Et si on se recroqueville dans notre propre communauté, c'est toujours contre les autres. Effectivement. Et ça, c'est vraiment le gros problème avec le nationalisme. C'est pour ça qu'il me semble que si on veut parler du nationalisme, oui, c'est d'accord. Mais il faut faire attention parce que l'étroitesse d'une certaine conception du nationalisme peut engendrer des conflits peut-être beaucoup plus graves
que les conflits culturels. Parce qu'on va insérer dans la culture une dimension politique qui n'a rien à voir avec... Donc, vous préférez le terme patrimoine, qui est plus culturel. Je préfère ça. Ou communauté, parce que les communautés culturelles, les communautés linguistiques me paraissent plus importantes, surtout quand on est africain. Quand on est africain, les communautés linguistiques, les communautés culturelles traversent les nations, traversent les frontières. Or, si on parle de nationalisme, on est dans des frontières artificielles. Aujourd'hui, quand on regarde le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, mais combien de communautés linguistiques, culturelles traversent les frontières? Vous prenez la communauté Pulaar, elle traverse la frontière. Vous prenez la communauté Mandingue, elle traverse les frontières. Donc, du coup, si on dit nationalisme, c'est quel nationalisme? Ça peut être lié donc à la langue. Moi, en tout cas, ça me pose problème parce que ce sont toujours des problèmes politiques, mais des problèmes politiques qu'on va poser en oubliant que nous sommes des nations encore très jeunes et construites sur des frontières qui sont tout à fait arbitraires et artificielles. Effectivement. Et donc, qu'on fasse attention pour qu'un Burkinabé ne pense pas que son frère qui est en Côte d'Ivoire est tout à fait, c'est son ennemi. Ou que le Pulaar qui est au Sénégal pense que le Pulaar qui est en Mauritanie, c'est son ennemi. Ou que le Mandingue le Mandjak qui est au Sénégal pense que le Mandjak qui est en Gambie, c'est son ennemi. Voilà, pas du tout. Ils partagent la même culture, ils partagent la même langue et ils partagent exactement le même patrimoine. D'accord. Il y a une autre question qui a été soulevée récemment, c'est le rapatriement des objets d'art. Ça peut participer à la construction de la mémoire ou bien? Oui, je pense que c'est un problème important. Évidemment, quand on a des objets culturels et cultuels, vraiment, j'insiste, parce que ce sont des éléments, ce sont des objets cultuels pour la plupart. Des objets de culte. Ce sont des objets de culte. Ce sont des objets cultuels. Avant d'être des objets. Avant d'être des objets culturels, si en Afrique on peut séparer le cultuel et le culturel, c'est qui est super compliqué déjà. Parce que les objets qui sont en Afrique, considérés comme des objets d'art, en réalité, ce ne sont pas des objets d'art au départ. Ce sont des objets de culte. C'est-à-dire que ce sont des objets de médiation culturelle. Un masque, au départ, au Sénégal, ce n'est pas un objet d'art, c'est un objet de culte. C'est-à-dire que c'est une médiation. C'est une médiation entre les univers visibles et les univers invisibles. La statuette qui est dans la forêt sacrée, c'est pas un objet, c'est pas un objet d'art, c'est un objet de culte. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Mais qu'à cela ne tienne, c'est important parce que ces objets-là qui ont été pillés par l'Occident pendant la colonisation ou après même la colonisation, qui ont continué à ramasser des objets et à les amener en Occident, pose un double problème. Un premier problème, d'abord, c'est que c'est du vol. C'est la chose, c'est aussi banal que ça. Voilà. Quels que soient les prétextes qu'on prend, c'est du vol. C'est du vol parce qu'on a pris sans avertir les gens, c'est du vol. C'est du vol parce qu'on a fait croire aux gens que ça n'a aucune importance et on l'a acheté à vil prix, c'est du vol. Parce que les gens qui le faisaient savaient très bien que ça avait de la valeur. Et c'est du vol aussi quand on est venu amadouer des chefs africains et pour qu'on leur donne des cadeaux, des choses qui appartenaient à la culture africaine. Donc, de ce point de vue-là, c'est carrément du vol. Maintenant, comment reprendre ces objets-là? Comment reprendre ces objets-là? À ce niveau, évidemment, on sait très bien que depuis le fameux discours de Macron à Ouagadougou, et en promettant que, oui, ils vont faire des efforts pour que la France restitue un certain nombre d'objets. Le même phénomène se retrouve dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, mais on voit bien que jusqu'à présent, la loi a des difficultés à être votée.
pas plus tard que ce matin, on dit oui, la loi encore doit être examinée. Ça veut dire que, au fond, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. C'est un enjeu fondamental. La question n'est pas seulement de restituer les objets. Si c'était ça, simplement, ils auraient restitué les objets. Sauf que ce sont des objets de valeur. C'est-à-dire qu'au-delà d'être des objets culturels, ce sont des objets qui ont une valeur marchande extraordinaire. Donc, il y a deux questions qui se posent. La première question, c'est la valeur culturelle de ces objets-là, qui sont dans les musées en Europe, et qui sont, ou bien qui sont dans des collections personnelles, individuelles. Deuxième question, c'est ce sont des objets de valeur marchande. Ce sont des objets qui se vendent aujourd'hui à des millions. Et donc, du coup, finalement, les gens qui ont des collections personnelles, comment récupérer ces objets-là? Les objets qui sont dans des musées, qui appartiennent à l'État, comment les rendre? Parce qu'en réalité, si les objets sont dans des musées, ça veut dire que ce sont des biens de l'État. Comment les rendre? Est-ce que l'État va dire que on a reconnu qu'on a volé, on vous rend? Ou bien on n'a pas volé, mais on vous redonne quand même? Sous quelle forme? Ça, c'est un problème purement technique. Mais il y a un autre problème qui me paraît plus important, c'est le problème symbolique. Oui, effectivement. Ces objets-là, quand ils traversent la frontière pour la première fois, en quittant l'Afrique pour aller en Europe, ce sont des objets cultuels chargés de symbolisme, chargés d'esprit, de spiritualité plutôt, de spiritualité. Ce sont ces objets qui traversent. Mais quand ils traversent et qu'ils arrivent en Europe, ce ne sont plus des objets spirituels, ce sont des objets d'art. Ce n'est plus la même perception. Ce sont des objets d'art. Et à partir de ce moment, il y a deux problèmes là aussi qui se posent. Quand ils étaient en Afrique, ils étaient dans des écosystèmes. Ils étaient dans des environnements. Ils étaient dans des grammaires, dans une syntaxe qui leur donnait sens. Quand on les amène en Europe, on les insère dans une autre grammaire, dans un autre environnement, dans lequel ils prennent un nouveau sens. Si on veut les ramener en Afrique maintenant, c'est important. On va les remettre dans quel contexte? Est-ce qu'on va les remettre dans des musées? Dans ce cas, on va conserver la grammaire occidentale. Ou est-ce qu'on va les remettre dans les forêts sacrées ou etc. pour les resituer dans une nouvelle grammaire? Mais ça voudra dire qu'il faut aussi organiser des cérémonies de resacralisation. Parce que le fait de les avoir enlevés en Afrique, c'est non seulement du vol, mais c'est aussi une profanation. Si on les ramène en Afrique, vous voyez qu'au Bénin, on a organisé une cérémonie pour resacraliser. Mais comment on va organiser les cérémonies pour les resacraliser? Donc la question, évidemment, aujourd'hui, on la pose seulement du point de vue technique et du point de vue politique. Ça veut dire, vous voulez dire qu'il faut archiver les mémoires, comme le dit Paul Ricoeur, la mémoire archivée. C'est-à-dire qu'on parle de l'histoire, il y a une opération d'oubli qui a été orchestrée et on garde la mémoire archivée. Oui, il faut, parce que si on veut archiver la mémoire, il faut l'archiver complètement. Si aujourd'hui tout le monde se focalise sur la question technique et politique, il faut voter des lois, il faut ramener les objets, c'est d'accord. Mais pour moi, il y a une question fondamentale. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Si on les ramène, pour en faire quoi? Pour les mettre où? Parce que si on ne réfléchit pas sur pour en faire quoi? Pour les mettre où? En réalité, on ne va pas entretenir la mémoire, on va créer une nouvelle mémoire. Or, le problème c'est, est-ce qu'on doit continuer la mémoire ou est-ce qu'il faut créer une nouvelle mémoire? Parce que si on amène les objets, on les met au musée des civilisations noires, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien, mais c'est une nouvelle mémoire qu'on va mettre en place. On ne va pas reconnecter les objets à la première mémoire. On va créer une nouvelle mémoire muséale. Or, la mémoire qu'elles avaient au départ, ce n'est pas une mémoire muséale, c'est une mémoire spirituelle, enracinée dans une spiritualité. Professeur, je vais essayer de glisser une question. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut restituer à l'aide de l'IA les sites historiques? Oui, je pense que ça peut être une bonne chose parce que
on sait quand même, et ça fait partie de mes combats dans une autre structure que nous partageons avec des collègues qui s'appellent REVAX, Réseau des valeurs africaines et de culture, c'est que il ne faut pas se tromper. Je l'ai dit un jour au nouveau directeur du musée des civilisations noires, professeur Mohamed Ly, je lui ai dit, il faut qu'on fasse attention parce que nous autres Africains, nous n'avons pas une culture muséale, qu'on le veuille ou non. Aller au musée, c'est occidental, c'est du luxe. La preuve, même les intellectuels, il y a 99% des professeurs d'université que vous avez n'ont pas mis le pied dans un musée. Ne payent pas un ticket pour aller visiter une collection. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, non, c'est que objectivement ça fait partie de notre culture. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, nous jouissons des objets culturels, mais nous jouissons des objets culturels autrement. Aujourd'hui, le musée, c'est une création occidentale qui a été transplantée chez nous. Et je lui disais, il faut faire un effort pour renvoyer le musée aux populations. Il faut faire en sorte que le musée aille vers les populations. Mais les populations ne viendront pas vers le musée parce qu'elles ne connaissent pas. Effectivement. Et donc, je suis en disant, il faut créer, par exemple, un mois, une région. On va amener quelques collections dans les régions les plus reculées pour que les gens comprennent. Mais autrement, aucun d'entre nous, d'ailleurs, si l'un d'entre nous paye de l'argent pour aller au musée, on va dire qu'il est tout. Alors que dans ces musées-là, c'est notre propre culture qui sont exposées. Donc, vous voyez que le problème de la culture, le problème du patrimoine, c'est pas. Il faut en parler en des termes dépassionnés. Parce que tant qu'on pose le problème en termes de politique, le colonialisme, etc., tout ça c'est vrai. Mais il faut aussi qu'on prépare le terrain en disant que, bon, nous autres Africains, nous allons récupérer nos objets, nous allons récupérer nos affaires. Qu'est-ce qu'on va en faire? Sinon, on va les récupérer et on va les mettre, les entasser quelque part. Et puis ensuite, finalement, oui, ce serait bien, on l'a récupéré. Mais ce serait aussi dommage parce qu'en réalité, on n'en a pas fait grand-chose. Merci beaucoup. Professeur, on parle de mémoire dans le contexte africain. Au-delà des efforts fournis, les littéraires aussi, je peux parler de la littérature africaine, ont toujours essayé de penser cette question de la mémoire. N'est-ce pas? Oui, parce que je pense que la littérature africaine, la danse, les littératures africaines, les danses africaines, les peintures africaines, l'architecture africaine, tout cela participe du patrimoine africain, de la culture ou des cultures africaines. Parce que la culture africaine aussi, c'est-à-dire que là aussi, je me méfie toujours des singuliers. La culture africaine, la littérature africaine, la danse africaine, parce qu'il n'y a pas qu'une culture africaine, il y a des cultures africaines, il y a des danses africaines, des musiques africaines, des littératures africaines. Et donc, du coup, je pense que les littératures africaines participent aussi de cette construction de la mémoire, parce qu'elles sont un aspect de cette culture africaine. Elles sont un aspect de cette conservation de la culture africaine. Et donc, elles participent aussi de la conservation du patrimoine africain. Et donc, si les littératures africaines ne rendent pas compte de la façon dont les Africains vivent, ne rendent pas compte de la façon dont les Africains souffrent, ne rendent pas compte de la façon dont les Africains meurent, il y a un problème. Et donc, en cela, je pense que les littératures africaines, suivant les époques, suivant les périodes, ont, d'une certaine façon, même celles qu'on a considérées comme les littératures de consentement, ont quand même permis, d'une certaine façon, à conserver un certain nombre de pratiques culturelles. Oui, consentement par rapport au colonialisme, par rapport, mais ce qui est restitué dans ces œuvres-là, c'est quand même des cultures africaines. Et donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, elles ont contribué, d'une certaine façon, à conserver ces pratiques culturelles-là. Et donc, je veux bien qu'on me dise que oui, un roman de consentement comme Mirage de pas des trucs comme ça, oui, ou L'enfant noir, oui, que ça n'a pas été truc. Mais dans tous les cas, les scènes décrites
les traditions décrites, ce sont des traditions africaines. Et ça rappelle la réponse de Senghor qui voulait défendre Camara Laye, comme quoi Camara Laye était un auteur engagé, puisqu'il a été attaqué pour avoir célébré une culture au moment où les autres défendaient l'Afrique. Senghor de voir qu'en réalité, ce que Camara Laye a fait, c'est une autre forme d'engagement, mais un engagement culturel. Oui, mais si je prends ou bien de Guissimi, ça dit qu'on a beau dire, mais le fait même de nous restituer cette histoire-là, mais c'est une façon de la conserver. Si je prends la légende de Fumu Momozono, mais oui, d'accord, c'est pas, on ne dit pas Amba le Konya, mais la façon de restituer cette histoire-là, mais c'est une façon de conserver. Si je prends l'épopée Mandeng, Sunyata, mais c'est une façon de conserver. Donc, je pense que il y a 1000 façons de contribuer à cette mémoire-là. Et donc, ces gens-là qui pensent qu'il faut réactualiser les récits traditionnels, il faut réactualiser les pratiques traditionnelles à travers des romans, à travers des contes, ils participent aussi à leur façon à cette conservation. Boubacar Boris Diop, dans Morambi, aussi participe dans cette consolidation. Bien entendu, même si il n'aborde pas la question comme Djibitam Signan ou Thomas Mofolo et autres, mais c'est sa façon aussi de poser le problème de la conservation de la mémoire. Mais cette fois-ci, par rapport à un problème plus universel. Ce n'est pas un problème africain. C'est-à-dire que la question que pose Boris, c'est la même qu'on pose à l'égard de la Shoah. C'est la même que l'on pose à l'égard du génocide arménien. C'est-à-dire c'est une question génocidaire. C'est-à-dire que c'est une question liée au traumatisme par rapport au vouloir éliminer une communauté. Et donc ça, c'est pas seulement une question africaine, c'est pas seulement une question occidentale. C'est donc la même chose avec la mémoire des Noirs américains. Mais exactement. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui a subi une injustice, un traumatisme, un génocide. Parce que c'est l'étymologie de génocide. C'est tuer le génie du peuple. C'est ça le génocide. Et donc du coup, tuer le génie d'une communauté, c'est pas seulement éliminer la communauté, mais éliminer tout ce qui permet de conserver la mémoire de cette communauté-là. On a vu un peu avec les djihadistes, avec ce qui s'est passé. Oui, oui. Voilà. Et on a vu la même chose en Inde. Voilà. Et chez nous, à l'université de Pire. Voilà, à l'université de Pire. La même chose en Iran. Les gens ne s'attaquent pas seulement aux populations, mais s'attaquent aussi aux monuments. Tout à l'heure, quand je parlais d'ailleurs de restriction des sites historiques, avec l'aide d'IA, je pensais d'ailleurs à ce site-là, Pire, où vraiment je pense qu'on pouvait, à travers l'IA, restituer le lieu de façon virtuelle et que les gens puissent visiter à travers l'IA. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de pays vont vers ça. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé aujourd'hui d'utiliser l'IA pour créer les conditions de conservation, premièrement, et deuxièmement, pour créer les conditions de popularisation. Parce que n'importe qui connecté, n'importe où, peut visiter n'importe quel musée. Et donc, du coup, je pense que l'IA devient un outil essentiel pour conserver, premièrement, et pour vulgariser. Voilà. La question de la vulgarisation, vous parlez de ça. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance qu'il faut saisir. Voilà, pour que dans les classes, à l'école primaire, au collège, que les professeurs puissent organiser des séances de visite guidée, vraiment, virtuellement. Et ça peut participer de l'éducation culturelle et patrimoniale. Et ça permet, comme vous le disiez tout à l'heure, que les musées vont vers absolument. Si on procède comme ça, les jeunes vont découvrir ce qu'est un musée, vont découvrir les fonctions d'un musée et vont comprendre l'utilité de conserver les objets d'art, les pratiques culturelles. Et donc, du coup, au fond, ils vont grandir avec un esprit différent que celui que nous avons. Nous qui avons découvert les musées tardivement et qui avons du mal justement à y aller.
Aujourd'hui, quand vous voyez voilà, quelqu'un qui va examiner ou, comment dirais-je, regarder de la peinture ou de la sculpture, etc., on pense que non, c'est quelqu'un qui est évolué, entre guillemets. Alors que non, la culture se consomme comme les autres formes de consommation. Ça, c'est du Bourdieu. c'est du Bourdieu pur et dur. Le capital symbolique. Voilà, Professeur, parlons à présent des enjeux politiques de la mémoire. Je pense que c'est là où il y a aujourd'hui à la fois les gros problèmes et les gros... Parce que, encore une fois, je raisonne toujours à partir de l'Afrique, mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous montre les problèmes importants que la question de la mémoire peut poser. Je pense que il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir dans ce qui se passe à Gaza cette question-là. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir ce qui se passe en Iran, en Irak, dans cette question. S'il n'y a pas besoin de voir aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, dans un certain nombre de communautés, que ce soit en RDC ou autre, c'est des questions qui se posent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est dans des situations où finalement les guerres fratricides ou les guerres entre territoires ne sont pas seulement des guerres politiques, mais ce sont des guerres politiques qui utilisent la politique pour éradiquer. Et donc, au fond, on a le sentiment que les guerres politiques utilisent la culture pour s'imposer et pour, j'allais dire, faire le maximum de dégâts possibles. Parce que si on fait la guerre à un pays ou à une communauté et que non seulement on tue les gens, mais qu'on détruit les édifices, on détruit les monuments, ça veut dire que on va empêcher aux générations qui vont venir de se souvenir. On va empêcher aux générations qui vont venir de se reconnecter à un passé. Et donc, au fond, en réalité, on est en train d'effacer, de nettoyer. Or, le problème, c'est que je crois que dans nos États, encore multiethniques, multiculturels, il nous faut faire très attention pour que la politique ne devienne pas un instrument qui va mettre les communautés les unes contre les autres. Il faut que la politique utilise la culture pour souder les communautés et non pour les faire affronter. Tant que la politique est utilisée pour faire affronter les communautés au bénéfice des politiques, on est perdu. Effectivement. Or, malheureusement, souvent, il y a une instrumentalisation par la politique, ou, enfin, je ne dis pas par la politique, par le politique, parce que ce n'est pas la même chose. La politique, elle n'est pas, non, c'est une instrumentalisation par le politique des éléments de la culture ou des éléments de communauté. On a vu des politiciens qui, j'allais dire, à la limite, aux abois, parce que je considère que c'est vraiment, il faut être ridicule pour faire ce genre de trucs. Donc, des politiciens aux abois qui, acculés, reviennent dans la communauté pour dire oui, moi je suis Pulaar, oui, moi je suis Sérère, oui, moi je suis. Mais non, vous êtes Sénégalais, vous n'êtes pas Sérère, vous n'êtes pas élu parce que vous êtes Sérère, ou vous êtes tout couleur, ou vous êtes. Non, vous êtes élu parce que vous êtes Sénégalais et on pense que vous avez les capacités de faire ça. Et donc, si vous n'avez aucun autre argument que de dire que moi je suis tout couleur, ou que moi je suis Sérère, ou moi je suis, etc., ça veut dire que vous avez trahi la confiance qu'on a placée en vous. Parce que personne ne vous a élu parce que vous êtes Wolof ou Sérère ou Pulaar. Non, on vous a élu parce qu'on pense que les problèmes auxquels le Sénégal est confronté ou les problèmes auxquels la Mauritanie est confrontée, vous êtes capable. Mais si vous dites que moi je suis mort, alors c'est foutu. Et là, malheureusement, ça, c'est le coût des politiques. Merci beaucoup, professeur, pour ces dernières remarques. C'était un réel plaisir d'entretenir avec vous. Merci. Et je pense que nous aurons l'occasion de revenir bientôt avec une autre
un autre numéro. Inch'Allah. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Inch'Allah. C'est de vous remercier vraiment de provoquer ce genre de rencontre, ce genre de discussion. Et je pense que c'est une très belle initiative que vous avez là. En tout cas, je vous encourage à continuer parce que je crois que, encore une fois, l'université, ça ne doit pas être seulement intramuros. Je pense que c'est notre problème de penser que l'université, c'est les salles de classe, c'est le professeur qui est là. Non, l'université, c'est un ensemble d'activités. L'important, c'est que cet ensemble d'activités doit aller vers une production de connaissances, une production de savoir, un élargissement de ce savoir-là. Et je pense que des entreprises comme celle-là, ce sont des entreprises lois parce qu'elles permettent d'élargir le savoir et de faire sortir le savoir des universités pour l'amener vraiment ailleurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose à saluer et c'est quelque chose aussi à encourager. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous à un nouveau numéro. Merci.